Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette première session de questions-réponses avec Doctolib. Ce soir, je suis accompagnée de Stanislas Niox-Château qui est notre cofondateur et président. Donc pour commencer, Stan, je vais te laisser la parole. Merci. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. C'est la première fois qu'on fait ce format. Donc c'est la première fois qu'on souhaitait échanger en direct avec vous, répondre à vos questions. Peut-être on va commencer. Alors juste, je ne sais pas si on peut aller sur la slide suivante. Je ne sais pas s'il voit et moi si je peux voir aussi. Vous pouvez aller directement sur la page après. Donc en fait, premier élément que je voulais échanger avec vous, je voulais vous dire pourquoi est-ce qu'on avait lancé cet événement. On a lancé cet événement pour deux raisons. La première, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes de certains d'entre vous sur qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on souhaitait répondre en direct. Et la deuxième, c'est qu'on pense que c'est un bon moyen pour mieux vous écouter, mieux vous comprendre et vous donner de la visibilité sur là où on va et répondre à vos interrogations. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais me permettre en 5-10 minutes de vous résumer un peu ce qu'on a fait tous ensemble sur 2020 et puis comment est-ce que je perçois la co-construction des services de demain, notamment sur 2021. Et après, on a reçu des dizaines de questions avant cette conférence et j'essaierai de répondre à certaines de ces questions qu'on a regroupées pour simplifier un peu la lecture. Et en parallèle, je vous invite à poser toutes vos questions directement sur l'interface. Alors, je crois que c'est sur le Zoom directement. Donc, je vous invite à poser vos questions. Je ne répondrai pas à vos questions au tout début. Je vais me permettre de faire une courte introduction. Et par contre, après, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas de tabou de non-dit, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même les plus dures. Et si, bien sûr, je ne peux pas répondre à ces questions, vous inquiétez pas, je prendrai des notes, je prendrai votre nom et je vous enverrai moi-même un email de réponse à ces questions. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était juste pour vous dire que donc, je suis le fondateur de Doctolib. J'ai créé Doctolib en 2013 avec une idée assez simple qui était de se dire je vais essayer d'améliorer le quotidien des professionnels de santé et des patients. Je vais essayer de faire des services assez simples qui ont de l'impact et qui se déploient rapidement. Et donc petit à petit, j'ai commencé à construire ce service à Nantes, à Lille, à Toulouse, à Marseille et puis après un peu partout en France. Et donc on est là aujourd'hui pour échanger ça avec vous. Si on commence peut-être sur 2020, si je peux éventuellement voir les slides. Donc sur 2020, je voulais partager avec vous ce qu'on a collectivement fait. Alors ce n'est pas ce qu'on a fait nous, mais en fait on l'a fait avec vous. Et bien évidemment, c'est très lié à ce qui s'est passé durant le Covid. Le premier élément que je voulais échanger avec vous, c'est sur la continuité des soins. Vous le savez mieux que moi. Les médecins généralistes ont eu une activité divisée par 2 durant le premier confinement. Les médecins spécialistes ont eu 71% d'activité en moins. Les cabinets de kinés, de dentistes ont dû fermer. Et donc, on s'est dit à partir du mois de mars qu'il fallait qu'on s'engage avec vous sur la continuité des soins. On a fait plein de choses avec vous au mois de mars-avril pour vous aider à fermer votre cabinet, à organiser votre cabinet, à communiquer avec vos patients, à relancer votre cabinet. Et je pense qu'on l'a plutôt collectivement bien fait puisque à partir du mois de mai-juin, votre activité a redémarré fortement, alors, très majoritairement grâce à vous, mais on a essayé d'y contribuer. Et surtout, je pense qu'on a collectivement bien fait, c'est durant ce confinement, le confinement du mois de novembre, où les 5 jours après l'annonce de notre président, on a vu 30% d'annulation en plus dans vos cabinets, une instabilité forte, et on a tous communiqué à vos patients pour leur dire que les cabinets étaient ouverts, que vous consultiez normalement, que vous étiez organisé pour consulter normalement, ce qui a fait qu'on n'a vu aucune baisse d'activité durant ce deuxième confinement, ce qui est un grand succès. Je pense, bravo à nous tous. Vous avez été 10 000 professionnels de santé à signer une tribune avec nous et à faire cette campagne Soignez-vous qui a été vue par des dizaines de millions de Français. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a créée avec vous il y a 2-3 semaines, mais ça a été un vrai succès. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est bien sûr la téléconsultation. Ça a été un des éléments phares aussi de cette année 2020. Comme vous le savez, la téléconsultation était embryonnaire. On l'avait lancée avec certains d'entre vous il y a maintenant 1 an et demi et vous n'étiez que 3000 à l'utiliser
avec 100 000 téléconsultations avant la crise sanitaire. Et bien évidemment, les circonstances ont fait qu'il y a eu une explosion de cette téléconsultation et on a tous joué le jeu. Vous avez joué le jeu parce que vous avez adopté massivement la téléconsultation, vous êtes 30 000 à l'utiliser aujourd'hui. Les patients ont joué le jeu, puisque plus de 3,5 millions de patients français se sont mis à utiliser la téléconsultation. Et puis nous, on a aussi joué le jeu, puisqu'on a mis en place plein de choses. La gratuité, on vous a permis d'installer la téléconsultation très facilement, de 2 clics. Et puis, on a communiqué aussi très massivement la téléconsultation à vos patients. Et puis, on a fait plein de fonctionnalités qui vous a aidé, je pense, à faire de la téléconsultation un outil du quotidien pour vous. Le troisième élément que je voulais échanger avec vous, c'est bien évidemment la partie test et la vaccination. Les tests étant derrière nous, mais aussi devant nous, et la vaccination étant devant nous. Je ne sais pas si vous le savez, ou s'il y a dans ceux qui nous regardent des patrons de laboratoire, mais on a en un mois installé un quart des laboratoires français et permis de réaliser 30% des tests en France. On a collaboré très étroitement avec le ministère de la Santé pour essayer de réduire les délais d'accès aux tests et la priorisation pour les tests. Et donc ça a été, je pense, un assez fort succès collectivement. Et bien évidemment, on reste engagé dans les mois à venir à vos côtés, aux côtés des médecins généralistes, des médecins spécialistes, mais aussi tous les autres professionnels de santé pour aider à lutter contre le Covid avec la vaccination, mais aussi potentiellement demain avec des nouveaux centres de consultation et toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir. Au mois de mars, on s'est réunis avec l'ensemble des collaborateurs de Doctolib et on s'est dit que pour une fois, on avait une technologie qui était l'une des plus déployées dans le monde. On avait un service qui était innovant et qui était simple. Et donc, on a décidé de mettre nos 1500 collaborateurs à votre service pour aller lutter contre le Covid. Bien évidemment, on ne fait pas de vaccin, pas de traitement, on ne prend pas en charge les patients. Par contre, on a des technologies qui facilitent l'accès aux soins. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous. Donc, c'était les quelques éléments que je souhaitais échanger avec vous sur cette année 2020. Bien sûr, je ne parle pas du tout de tout ce qu'on a fait ou co-construit avec vous, mais je voulais juste vous mettre un peu en lumière les 3-4 éléments, notamment liés à la crise sanitaire. Si maintenant je vous parle un peu de co-construction et de pourquoi est-ce qu'on est là, en fait, on est là pour une raison simple, c'est que je pense que la santé, elle est faite par vous. C'est vous qui soignez les patients, c'est vous qui les prenez en charge, et donc il faut la co-construire avec vous. Il faut vous aider à avoir plus de temps, à avoir un meilleur confort de travail. Et je pense que la co-construction, c'est la clé si on veut faire de Doctolib un succès, mais surtout si on veut améliorer votre quotidien et le quotidien de vos patients. Aujourd'hui, on est 2 communautés d'entrepreneurs qui en fait sont dans une seule et même équipe. Et vous le savez, j'ai dû installer des milliers de cabinets moi-même, des dizaines d'hôpitaux moi-même en Allemagne et en France. Je connais probablement certains d'entre vous personnellement, mais en fait, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de nous tous. On est 1500 aujourd'hui chez Doctolib, qu'on a recruté sur les 4 dernières années. Que vous ayez en tête d'ailleurs, on va recruter 600 personnes sur les 12 prochains mois. Donc si vous avez des proches, des amis, des parents, n'hésitez pas à nous les envoyer. On recrute à Nantes, à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France et d'Allemagne. Donc si vous avez des bons contacts, n'hésitez pas à nous les envoyer. 600 personnes à recruter sur 2021. Et bien sûr, notre communauté d'entrepreneurs, c'est aussi vous. Vous êtes 135 000 professionnels de santé à nous faire confiance. Vous êtes 4 000 établissements de santé à nous faire confiance. La moitié des spécialistes français, 30% des médecins généralistes français, 25% des dentistes français, 10% des kinés français, etc. Et vous êtes là pour se dire, on va essayer de faire quelque chose de bien avec des services numériques un peu nouveaux pour améliorer votre quotidien. La co-construction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on fait des ateliers avec vous. On en a organisé près de 300 sur 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais c'est 1 à 2 par jour avec 5 à 10 professionnels de santé pour améliorer les services existants de Doctolib ou construire les services de demain. On a créé une plateforme qui s'appelle community.doctolib.fr. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dessus, mais il y a 150 000
praticiens et secrétaires médicaux qui sont dessus et qui votent sur les nouvelles fonctionnalités, qui partagent des idées, qui d'ailleurs tirent de temps en temps sur Doctolib en disant qu'on fait mal notre travail et c'est bien. Et je vous invite à continuer de communiquer sur ce site web. Pour votre information, je le regarde tous les jours, chaque matin, chaque soir, pour avoir vos avis et savoir ce qu'on peut faire de mieux. On a créé un comité médical et éthique en 2020. Vous êtes 16 à être dans notre comité médical et éthique et à valider les directions médicales et éthiques de Doctolib. Et on va lancer une grande initiative en 2021 autour des pionniers de Doctolib. Et donc, on reviendra vers vous. Il y a déjà une 50aine d'entre vous qui font partie de ce programme pionnier de Doctolib. Et on va élargir ce programme pour que vous puissiez encore plus fortement construire le Doctolib de demain. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites ça? En fait, on fait ça pour des raisons simples. On fait ça parce que c'est la manière de créer Doctolib. On a créé Doctolib sur 4 piliers. Le premier, c'est de se dire que la santé, c'est vous qui la construisez. Et vous savez, quand j'ai créé cette boîte en 2013, je suis allé aux États-Unis, en Inde, en Chine, et j'ai demandé aux entrepreneurs là-bas comment est-ce qu'il fallait faire une start-up dans la santé. Et tout le monde m'a dit, il faut faire un service pour les patients, il faut faire une plateforme grand public, les praticiens, les secrétaires, ils ne changeront jamais, les établissements de santé, ils ne changeront jamais. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 6 mois avec certains d'entre vous en étant secrétaire médical. Donc, je suis allé être secrétaire médical dans des cabinets de dentaires en Seine-Saint-Denis, dans des cabinets de médecins généralistes et de spécialistes dans les Yvelines. Et en fait, j'ai compris l'inverse. J'ai compris que la santé, c'était vous qui la faites et que si on voulait avoir de l'impact sur le quotidien des patients et des praticiens, il fallait aller faire des services nouveaux et simples pour vous. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a construit et c'est ce qu'on essaiera de faire dans les années à venir. On a un plan très long terme parce que bien évidemment, c'est très dur. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'inertie, beaucoup de lobbying contre nous et contre vous. Mais en fait, moi, j'ai confiance dans notre communauté d'entrepreneurs. J'ai confiance sur le fait qu'on ait une seule et même équipe pour construire ça. Le deuxième pilier qui fait Doctolib, c'est le fait qu'on essaie de construire des services qui ont de l'impact pour vous. On essaie de construire des services qui ont de l'impact pour vous. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que faire de la technologie, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas quelque chose qui est simple, ce n'est pas quelque chose qui est rapide, ce n'est pas quelque chose qui est sans bug, ce n'est pas quelque chose qui est facile d'utilisation, ce n'est pas quelque chose qui est accessible partout, ce n'est pas quelque chose avec un service client fort et surtout, ce n'est pas quelque chose qui est utile pour vous. Et donc oui, notre job, c'est vous créer du temps médical. Notre job, c'est améliorer votre confort de travail. Notre job, c'est développer votre activité de consultation. Notre job, c'est vous aider à améliorer la prise en charge des patients. Et en fait, on ne peut pas le faire si on n'a pas une éthique et on ne peut pas le faire si on n'a pas une vision long terme. Et donc, j'ai eu beaucoup de questions sur les 6-7 dernières années. Mais qu'est-ce que vous faites des données de santé? Vous les revendez? C'est quoi votre éthique? Et en fait, moi, je réponds de manière très simple. 1, les données de santé, c'est la propriété exclusive des patients et des professionnels de santé. On n'y a pas accès, on ne les contrôle pas et on n'en fait rien. Et je vais même plus loin, on a probablement le plus haut niveau de sécurité d'une boîte en santé en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, la sécurité 100%, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Par contre, on investit massivement pour protéger vos données de santé et faire en sorte qu'elles soient utilisées par personne d'autre que vous et vos patients. Et on n'a aucun modèle économique lié à ça, zéro. Et je le dis, je le redis, et ça me permet aussi de le faire à un public plus large, puisque vous allez être plusieurs milliers probablement à être dans cette conférence. Je le dis, je le redis. Donc ces 4 piliers, ça fait Doctolib. Ces 4 piliers, ils font voilà, quels sont les produits et services qu'on construira demain. Des produits qui sont simples, rapides, performants, avec un service fort, qui ont de l'impact, qui ont une vision long terme et qui sont éthiques et humains. Pourquoi? Parce que la santé, c'est humain par définition. Si ça vous va en guise de conclusion,
Et après, je me permettrai de répondre à toutes vos questions. J'ai déjà été trop long. C'est quoi les quelques perspectives qu'on a sur 2021 ? Oui, sur 2020, on a fait plein de choses ensemble pour lutter contre le Covid, plein d'innovations produits. On a continué de développer notre communauté d'entrepreneurs, de professionnels de santé, de patients et de Doctolib. Sur 2021, on va continuer de vous aider à sortir de cette crise. Ça, je l'ai déjà dit, sur la vaccination, mais aussi sur plein d'autres éléments. On va continuer de vous aider à sortir de la crise du Covid. 2, la sécurité des données, ça reste notre priorité numéro 1. On va multiplier par 4 notre investissement sur la sécurité des données. On a une très large équipe en charge de la sécurité des données. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans les dernières semaines. Maintenant, on encrypte les données de bout en bout. Maintenant, on a sécurisé beaucoup plus fortement l'accès à vos applications. Et je sais que c'est un peu chiant parfois de devoir remettre le mot de passe, l'email, mais en même temps, c'est ce qui fait que votre compte est sécurisé. En 2021, on va lancer aussi des nouveaux services. Et je suis sûr qu'il y aura plein de questions sur ça, mais on va continuer de lancer des nouveaux services et de co-construire des nouveaux services avec vous. Et enfin, on va continuer de recruter. Comme je vous l'ai dit, 600 personnes vont arriver en 2021. On va être plus de 2000 personnes à votre service un peu partout en France, à Nantes, à Paris, mais aussi dans les autres villes, pour être à vos côtés, pour vous fournir le meilleur service possible. J'espère que j'ai essayé de faire un peu une synthèse de ce qu'on avait fait sur 2020 et de ce qu'on voulait faire sur 2021. Et maintenant, voilà, à votre disposition pour répondre à 100% de vos questions. Merci beaucoup Stan pour toute cette belle introduction. Je te propose qu'on passe dans un premier temps aux questions qu'on a reçues sur la communauté et puis on passera ensuite aux questions que vous envoyez en live. Donc notre première question qui rejoint les innovations, avez-vous prévu de développer un logiciel médical ? Alors, c'est une très bonne question. La réponse est oui. Donc, est-ce qu'on a prévu de développer un logiciel médical ? Oui. Ça fait 2 ans qu'on le construit. Vous êtes 2000 à avoir co-construit ce logiciel avec nous. On va le lancer d'abord pour les médecins, généralistes et spécialistes, puis après pour les autres spécialités. Bien sûr, la co-construction, elle ne s'arrête pas du tout là. Elle va se poursuivre tout au long de l'année 2021 et d'ailleurs dans les années à venir. Je ne peux pas vous en dire plus sur quand est-ce qu'on va le lancer, mais vous le verrez dans les semaines à venir. Mais ça se rapproche. Pourquoi on a eu envie de faire ce logiciel médical ? Pour une raison simple, c'est que vous nous l'avez demandé. Moi, ça fait depuis 2013 que vous nous l'avez demandé. Bien évidemment, au début, on n'avait pas la capacité technologique humaine de le faire. Et donc, on a préféré au début se concentrer sur Doctolib Rendez-vous, la téléconsultation, l'amélioration de votre quotidien, de l'accès aux soins. Mais là, maintenant, je pense qu'on est prêt à lancer un logiciel qui va vous faire gagner du temps, de la sérénité et aussi vous aider à prendre en charge vos patients encore mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Mais surtout, on va essayer de le faire avec une vraie qualité de service. On va essayer de le faire avec un logiciel design simple, avec une installation rapide et avec une vraie qualité de service, avec pas de bugs, avec de la performance, enfin bref, avec un logiciel normal pour le 21e siècle. Merci. On passe à la deuxième question. Si je peux avoir la deuxième question au retour, ce serait top. Est-il envisagé de réduire le coût d'abonnement à Doctolib ? Ok. Merci pour les questions. Je ne sais pas qui a posé cette question. Vous avez été 3 à poser cette question avant le Q&A. Écoutez, non, ce n'est pas prévu de réduire l'abonnement de Doctolib pour une bonne raison qui est… en fait, le prix, c'est notre force numéro 1, mais je pense que vous le savez, c'est pour ça qu'il y a eu un engouement fort sur Doctolib sur les 4 dernières années. Notre prix d'abonnement, donc que vous connaissez à 129 € par professionnel de santé par mois, en fait, il est assez faible par rapport aux gains de développement de patientèle, amélioration du confort de travail, réduction du temps administratif, amélioration du service aux patients. Donc non, on n'a pas du tout prévu de réduire notre prix d'abonnement. Et accessoirement, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais on ne gagne pas d'argent aujourd'hui puisqu'en fait, on réinvestit tout l'argent que vous nous donnez dans des services nouveaux pour vous et dans de la qualité de service pour vous. Et on a prévu de continuer de le faire dans les mois et les années à venir. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je crois qu'on est toujours sur une question sur les frais. À quoi correspondent les frais de la téléconsultation ?
Et voilà, Ok. est-ce que si tu peux nous éclairer un peu sur à quoi correspondent ces 1% C'est vrai, c'est une très bonne question qui a été aussi posée par certains d'entre vous, médecins généralistes et psychologues, parce que vous êtes très nombreux à utiliser la vidéoconsultation. Alors les vidéoconsultations, on a un prix qui est assez simple, 79 € par praticien par mois et 1% de frais quand vous facturez. Donc c'est quand vous facturez, il y a 1% de frais qui vous sont prélevés. Pour information, sur ces 1%, on ne gagne rien. Donc c'est assez simple. En fait, on refacture ce qu'un prestataire nous facture pour l'autorisation de prélèvement et le virement bancaire. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On gagne 0 € sur ces frais. 0. Et donc, on ne peut pas les changer puisque c'est un partenaire qui nous facture. Et bien évidemment, le paiement en ligne, il est très important dans le cadre de la vidéoconsultation. Top, merci. Quelle est la place des métiers non réglementés pour Doctolib? Écoutez, très bonne question. Je ne sais pas, je sais pas par qui elle a été posée, mais en gros, c'est une place, ça représente à peu près 10% de nos utilisateurs. Donc, c'est une place importante. On a eu beaucoup de critiques de part et d'autre. C'est-à-dire, on a eu des critiques des professionnels de santé non réglementés qui nous ont reproché de ne pas les mettre en avant, de ne pas les considérer comme les professionnels de santé. Et on a eu des reproches aussi des professionnels de santé de donner le service Doctolib à ces professions non réglementées. En fait, la réponse, elle est simple. Ça représente 10% de nos utilisateurs. Ils sont importants pour nous. Par contre, sur notre site, on différencie clairement les spécialités. Donc, si je suis un patient et que je vais sur Doctolib pour chercher un dentiste, je vais trouver un dentiste. Si je vais chercher un médecin généraliste, je vais chercher un médecin généraliste. Donc, il n'y a pas de confusion des genres. C'est faux de dire qu'il y a une confusion des genres. Il y a une clarté directe sur chaque fiche de professionnel de santé. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que sur Doctolib, 75% des patients connaissent déjà leur professionnel de santé. Donc, ils vont voir leur médecin généraliste, leur établissement de santé, leur kiné, leur dentiste. 25%, ils ne connaissent pas leur professionnel de santé. Et donc, sur ces 25%, que vous ayez en tête, en France, on est devenu plus fort que Google. Donc, il y a plus de trafic sur Doctolib que sur Google quand on recherche une spécialité plus un lieu. Donc, quand on recherche dentiste Strasbourg, kiné Mulhouse, etc. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vous qui avez le contrôle de ce que vous mettez sur Internet. Il n'y a pas d'avis sur Doctolib et c'est vous qui avez le contrôle des fiches que vous avez sur Doctolib puisque c'est vous qui les créez. Donc, il n'y a pas de confusion des genres et ces professions non réglementées, elles sont importantes. Et je vous donne un exemple. Les psychologues, par exemple, c'est une profession importante pour nous. Ma femme est psychologue. Je pense que c'est une profession d'avenir. Et donc, c'est une profession importante pour nous, mais au même titre que les autres professionnels de santé. Super, merci beaucoup. Pourquoi certains mots-clés ne sont-ils pas acceptés sur les profils des praticiens? C'est une question assez précise. Donc, je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute sait de quoi on parle. En fait, sur les fiches des professionnels de santé, il y a possibilité de mettre des mots-clés qui correspondent un peu à des surspécialités que vous avez. Donc, en plus d'être médecin généraliste, kiné, etc., c'est des surspécialités. En fait, ces mots-clés, on essaie de les limiter pour de la simplicité pour les patients, mais aussi pour les affecter aux bonnes spécialités. Ce qui n'empêche qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire mieux. Et en 2021, on va travailler sur l'association de ces mots-clés avec vos motifs de consultation, sur l'association de ces mots-clés avec potentiellement plus d'informations sur vos fiches professionnelles de santé sur Doctolib. Et donc, on reviendra vers vous probablement avant l'été pour que vous puissiez mettre à jour vos fiches professionnelles de santé sur Doctolib. Super, merci beaucoup. Quelles sont les évolutions prévues pour améliorer la communication avec les patients? Très bonne question d'une dermato visiblement. Écoutez, c'est une très très bonne question. Alors, la communication avec les patients, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, vous pouvez envoyer des SMS email à vos patients en rappel de rendez-vous, en suivi de rendez-vous pour prévenir d'un retard, pour prévenir d'une annulation, pour prévenir d'un changement. Donc, c'est déjà bien, mais on pourrait faire plus. On vous a permis depuis quelques mois d'envoyer des documents à vos patients. Donc, si vous allez sur le rendez-vous de Doctolib, vous pouvez envoyer un document à vos patients de manière bien sûr sécurisée, encryptée. On va élargir cette fonctionnalité dans votre document.
Donc en 2021, vous pourrez envoyer des documents beaucoup plus facilement à vos patients, pas seulement liés à un rendez-vous, mais un peu tout le temps. On va aussi permettre à vos patients de se pré-enregistrer avant la consultation et potentiellement d'envoyer pas mal de documents avant la consultation. On permettra probablement aussi aux praticiens, donc à vous, d'envoyer des documents aux patients après la consultation. Et après se pose la question de est-ce qu'on doit faire une messagerie entre vous et vos patients. Écoutez ça, en fait j'ai envie de vous reposer la question. Alors là malheureusement on ne pourra pas avoir un échange directement, mais en fait on va travailler avec vous sur 2021 pour répondre à cette question. Comment faire pour avoir une messagerie entre vos patients et vous, et pour bien sûr qu'elle soit sécurisée, mais aussi que vous soyez potentiellement rémunéré pour ça, mais aussi que ça ne complexifie pas votre travail au quotidien, puisque si vous êtes médecin généraliste et que vous ouvrez une messagerie avec vos patients, vous êtes pédiatre, vous ouvrez une messagerie avec vos patients, autant vous dire que vous allez recevoir des centaines de messages, et donc il faut être sûr que ça ne devienne pas trop complexe pour vous et votre secrétaire. Super. Alors, vous sera-t-il possible de revenir sur la décision de ne pas renseigner l'adresse complète du cabinet dans le SMS de rappel? Donc, très d'actualité comme question. Très bonne question. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on a changé un tout petit peu le contenu du SMS qu'on envoie à vos patients. Pourquoi? Pour réduire encore les rendez-vous non honorés. En gros, il y aura probablement des questions dans la suite de la discussion sur les rendez-vous non honorés. Bien sûr, c'est un élément fort de Doctolib. On a fait passer le taux de rendez-vous non honorés de 10% à entre 3 et 4%. Alors, très variable en fonction des spécialités, mais il est entre 3 et 4% aujourd'hui. Et on a voulu faire des SMS plus courts pour que les patients cliquent sur un lien pour qu'ils puissent avoir accès à beaucoup plus d'informations que vous leur communiquez. Et qu'ils puissent annuler leur rendez-vous s'ils ne peuvent pas venir afin qu'ils soient pris par un autre de vos patients et que vous n'ayez jamais de trou. Et donc, dans ce SMS, on l'a réduit. On a eu quelques retours de la communauté et donc on a décidé, suite à vos retours, de remettre notamment le nom du professionnel de santé dans le SMS, ce qu'on a fait. Est-ce qu'on va mettre l'adresse? Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop long. Accessoirement, les patients souvent est long et quand ils ont besoin de plus d'informations, il faut qu'ils cliquent sur le lien. Donc pour moi, le SMS il doit être court, puisque je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais un SMS c'est 160 caractères au maximum. Donc le SMS il doit être court, il doit donner l'information au patient que le patient doit venir et qu'il ne doit pas ni être en retard, ni oublier son rendez-vous. Et il doit permettre au patient de cliquer sur un lien pour avoir accès à l'ensemble des informations que vous souhaitez. Super, je pense que beaucoup d'utilisateurs de la communauté seront ravis je crois qu'on avait eu, je l'ai vu la semaine dernière. J'avais même échangé par email avec certains d'entre vous. Je sais que c'était une demande assez forte sur la communauté. On continue avec les demandes fortes sur la communauté. Lorsqu'un patient annule, on n'est pas toujours prévenu par SMS. Les praticiens ne sont pas toujours prévenus par SMS. Parfois oui, parfois non. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi certaines annulations sont prévenues et est-ce qu'on peut avoir un SMS d'annulation pour chaque annulation? Oui, c'est important. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, mais quand il y a une annulation d'un de vos patients la veille ou le jour même, vous êtes prévenu par SMS. Est-ce qu'on peut le mettre pour tous les patients, toutes les annulations? Franchement, non. Je pense que si on le fait, vous allez recevoir des centaines de SMS, vous allez juste exploser et vous allez me demander l'inverse. Donc, on ne va pas le faire. Par contre, on va essayer d'utiliser de plus en plus l'application mobile que vous utilisez. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on était très mauvais sur 2019 sur cette application. On a eu plein de retours à juste titre sur le fait qu'elle n'était pas bien et je m'en excuse. On a travaillé très fort sur 2020 pour que vous ayez une bonne application mobile, pour que vous puissiez gérer votre agenda, vos tâches, etc. sur votre application Doctolib. Et donc, en 2021, on aura ce qu'on appelle des push notifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'application, vous serez prévenu de plus en plus des annulations et de ce qui se passe sur votre agenda. Mais c'est vous qui configurerez si vous souhaitez être prévenu ou pas. Je sais que pour les chirurgiens dentistes, c'est très important d'être prévenu dans le cadre d'un plan de traitement. Après, pour d'autres spécialités, un ophtalmo qui a 700-800 rendez-vous par mois, je ne suis pas sûr que ce soit très important d'être prévenu d'une annulation. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense que nos utilisateurs sur la communauté seront ravis d'avoir cette réponse. Si on peut avoir la prochaine question.
Pourrait-on envisager de faire payer les patients ne se présentant pas au rendez-vous ou bien une blacklist globale pour tous les praticiens? Donc là, on est dans les rendez-vous non honorés, justement. C'est très important. Alors, première partie de la question, est-ce qu'on peut les faire payer? La réponse est non. Alors, vous avez été très nombreux à nous le demander. Très sincèrement, ce n'est pas un enjeu technique. Techniquement, franchement, c'est assez simple. Et on le fait déjà, hein, parce que pour la téléconsultation, par exemple, au moment de la prise de rendez-vous pour téléconsultation, on demande déjà l'empreinte de carte bancaire au patient. Donc, on pourrait très bien le généraliser pour la prise de rendez-vous en ligne, mais légalement, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit. Donc voilà, bien sûr, le jour où légalement c'est possible, avec grand plaisir pour mettre en place cette fonctionnalité, si vous souhaitez la mettre en place pour vos patients. Et après, il y a une seconde partie de la question sur la blacklist. On est déjà quand même assez rude, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais 3 rendez-vous non honorés, plus de rendez-vous sur Internet, on a une blacklist manuelle, blacklist automatique. On envoie déjà des SMS, emails aux patients. Je pense que tous les jours, on reçoit des plaintes de patients parce qu'on les harcèle en leur disant « faut venir, faut venir, faut venir ». Ce qui n'empêche qu'on va améliorer un peu cette blacklist en 2021. On va vous laisser plus la main pour customiser cette blacklist sur 2021. J'espère que j'ai répondu à votre question. Super, merci beaucoup. Quelle solution Doctolib souhaite mettre en place pour éviter les lapins et les annulations à répétition? Donc pareil, toujours rendez-vous non honorés. Même chose. Et écoutez, en fait, sur les rendez-vous non honorés, c'est assez simple. 10% de rendez-vous non honorés en France par an, c'est 100 millions de rendez-vous qui sont non honorés. Donc 30 à 40 par praticien par mois. Donc c'est gigantesque et que vous le savez, c'est une perte sèche pour vous parce que vous payez votre cabinet, votre établissement de santé, votre secrétaire, votre temps. Donc globalement, si le patient ne vient pas, c'est une perte sèche pour vous. Et accessoirement, c'est une perte de chance pour vos patients. Et donc oui, il faut investir à fond sur le sujet. Que vous l'ayez en tête, on a déjà permis de réduire de 60% ces rendez-vous non honorés sur les 7 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je pense qu'on peut être encore plus fort sur le fait que tous les créneaux annulés par vos patients soient repris. Et donc, on va vous permettre probablement en 2021 que vous ayez une liste d'attente personnalisable. Donc, que ce ne soit pas que une liste d'attente en ligne, mais que vous-même, dans le cabinet, vous puissiez constituer une liste d'attente. 2, on va simplifier l'annulation, mais il faut être sûr que si on simplifie l'annulation, bien sûr, ces rendez-vous soient repris par d'autres patients. 3, sur la blacklist, je l'ai dit, on va essayer d'aller encore plus loin. On va communiquer encore plus fortement avec les patients sur leur dire qu'un rendez-vous non honoré, c'est une perte de chance et accessoirement, c'est un manque de respect pour les professionnels de santé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore des questions? Alors, on a fini avec les questions préparées sur la communauté. Moi, j'en ai reçu plein ici en live, donc je vais essayer de les retranscrire. Alors, une question sur la notation, donc, qui va un peu finalement avec les rendez-vous non honorés. Mais je pense que c'est plutôt sur la notation des professionnels de santé. Oui. Est-ce qu'on va mettre en place un système de notation? Écoutez, c'est une très bonne question. La réponse est non. Donc, est-ce qu'on va mettre en place la notation des professionnels de santé sur Doctolib? La réponse est non. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que je ne suis pas sûr que les patients soient les plus à même de se dire si un professionnel de santé est bon ou pas. Et deuxième, c'est que je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Et donc, peut-être qu'on peut faire de la recommandation entre confrères, peut-être qu'on peut faire plein d'autres choses pour améliorer l'orientation des patients. On va aussi vous permettre d'avoir des fiches profils beaucoup plus claires que celles qui sont aujourd'hui, mais la notation, la réponse est non. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Hyper clair. Une autre question. Alors, avez-vous racheté l'IFUN? Écoutez, c'est une très bonne question. La réponse est non. On n'a pas racheté l'IFUN. C'est une super start-up. On les connaît très bien. Ils sont top. Ils ont un produit qui est top. Donc non, on n'a pas du tout racheté l'IFUN. Ils continuent de se développer bien. Voilà. Après, on fait plein de choses fait que on espère qu'ils vont continuer de bien se développer. Vous savez, il y a un peu un problème en France, c'est que l'innovation numérique en santé, elle est malheureusement assez limitée. Et vous voyez, il y a assez peu d'entreprises qui ont réussi, alors que les praticiens, les établissements de santé, ils veulent le faire, ils sont innovants, ils sont entrepreneurs. Et donc, c'est faux de dire que l'inertie, elle vient d'eux. Elle vient peut-être d'ailleurs, mais je ne me permettrai pas de partager ce que je pense aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de numérique en santé. Vous savez, on investit très fortement sur des nouvelles thérapies, des nouveaux médicaments. Et c'est bien, il faut continuer de le faire.
Mais pour moi, on n'investit pas du tout suffisamment dans le numérique en santé et pas du tout suffisamment dans les professionnels de santé eux-mêmes. Et donc, voilà, j'espère que dans les mois et les années à venir, il y aura un investissement fort sur vos rémunérations, vos plans de carrière, votre formation, vos développements et votre organisation, et qu'il y aura aussi un investissement fort sur le numérique en santé, puisqu'en fait, vous voyez, nous, on est une toute petite entreprise. On est une toute petite. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien notre travail et que notre concept il n'est pas bon, mais on est une toute petite entreprise par rapport aux 260 milliards du système de santé français. Et malheureusement, à part l'IFUN, nous, il y a très très peu d'entreprises. Et les entreprises qui sont sur ce marché, elles ont souvent 20-30 ans et elles font souvent beaucoup de profits sur le dos des professionnels de santé avec une vision et une qualité de service qui n'est pas forcément celle du 21e siècle. Super, on continue sur le développement de Doctolib. Où en est Doctolib du déploiement à l'international? Ouais, très bonne question, merci pour ça. Écoutez, on est en Allemagne, on essaye de répliquer l'engouement qu'on a eu grâce à vous en France, en Allemagne. Ça a été dur, très dur pendant 2 ans. Je suis allé un peu dans toutes les villes. Si vous m'aviez dit il y a 15 ans que j'irais faire du porte-à-porte à Mönchengladbach pour essayer de comprendre les cabinets médecins généralistes allemands, je vous aurais probablement dit non. Mais c'est ce qu'on a fait. Donc ça a été très très dur pendant 2 ans. Et ça se passe très bien depuis 2 ans. Maintenant, on a 10 000 professionnels de santé en Allemagne, 4 millions d'Allemands sur notre site chaque mois. On est 350 personnes en Allemagne, donc ça se passe très bien. Et on espère ouvrir un autre pays en 2021. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais comme on l'a fait pour l'Allemagne, on sollicitera notre communauté de professionnels de santé pour qu'ils nous aident sur le lancement du 3e pays de Doctolib qui arrivera probablement en 2021. Après, on reste très concentré sur la France, pour être honnête avec vous, parce qu'on veut fournir le meilleur service et le meilleur produit que vous avez jamais vu. Et donc, d'où le fait de l'investissement dans le logiciel médical, d'où l'investissement dans la téléconsultation, d'où l'investissement dans la co-construction de nouveaux services avec vous. Super. On reparle produit cette fois-ci. Oui. Prévoyez-vous de mettre une API ouverte à disposition des applications tierces qui souhaitent s'intégrer à Doctolib? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, moi, ça fait depuis 7 ans que je dis que l'interopérabilité doit être la norme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'interopérabilité. En gros, c'est que chaque logiciel puisse communiquer avec d'autres logiciels. Et donc, j'espère qu'en France, l'interopérabilité deviendra la norme et que tout le monde sera ouvert à tout le monde. Et donc, la réponse est oui. On essaie de se connecter avec les logiciels médicaux depuis 7 ans maintenant. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne veulent pas se connecter avec nous. Mais on va continuer d'essayer de le faire. Et bien évidemment, si vous avez plein d'idées d'entreprise à connecter avec nous, on sera ravis de le faire. Et on va essayer en 2021 et 2022 de s'ouvrir encore plus en créant une communauté de startups, de e-santé. On a lancé un projet avec l'APHP. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors malheureusement, on a dû l'annuler au mois de juin, mais par contre, on l'avait fait l'année dernière où c'est un concours de start-up et d'innovation en santé qui impliquait à la fois les professionnels de santé, notamment certains d'entre vous, et les start-up. Et donc, on va continuer de le faire de plus en plus. Pourquoi? Parce que je pense que le numérique en santé a toute sa place pour améliorer votre confort de travail, votre sérénité, vous faire gagner du temps et puis accessoirement améliorer l'accès aux soins des patients. Super. On va partir dans un autre niveau Okay. avec la vision. Okay. Quelle est ta vision du cabinet médical d'ici à 10 ans? Oula, grosse question. Écoutez, déjà, je pense que vous êtes largement plus à même de donner votre vision du cabinet de 2030 ou de l'établissement 2030. Mais en fait, pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet, dans lequel il fait bon travailler. Donc c'est un point qui est important et je sais que certains d'entre vous sont en souffrance par une charge administrative trop importante, par une pression des patients trop importante, par une complexité trop importante, par une absence de formation continue, une absence de collaboration. Donc je dirais le premier point, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Et pas que pour les professionnels de santé. Là, je m'adresse aux secrétaires médicaux qui nous écoutent. Pour moi, le travail du secrétaire médical, il est sous-valorisé aujourd'hui. Et j'espère que demain, les secrétaires médicales, elles pourraient devenir assistantes médicales, elles pourraient gérer le cabinet d'un point de vue administratif, elles pourraient même devenir peut-être professionnelles de santé un jour. Qui sait si je me mets à rêver. Donc pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Le cabinet 2030, c'est un cabinet
qui est connecté avec les patients. C'est mon deuxième point. C'est un cabinet dans lequel le patient peut accéder facilement, peut avoir accès à ses documents, à de la prise de rendez-vous, à son ordonnance, peut échanger avec le professionnel de santé, dans lequel l'expérience du patient, elle est fluide et simple. Pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet, bien sûr, qui collabore avec les autres cabinets, avec les autres établissements. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte et je sais que vous le savez, mais aujourd'hui, vous êtes isolés et il faut décloisonner, pas que décloisonner la ville et l'hôpital, pas que décloisonner de point de vue juridique. Évidemment que les CPTS, évidemment que toutes ces initiatives, c'est très bien, mais il faut donner des outils numériques qui vous permettent d'échanger en instantané, en asynchrone avec les autres cabinets, qui vous permettent d'échanger des documents, qui vous permettent d'échanger sur des patients, qui vous permettent de faire de la télé-expertise. Donc pour moi, le cabinet 2030, en fait, il est assez simple. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler, c'est un cabinet qui est connecté avec les patients, c'est un cabinet qui est connecté avec les autres professionnels de santé. Et je reviens toujours à ça. Pour innover en santé, il faut investir dans l'humain et le numérique. C'est simple, il faut investir dans l'humain et le numérique. Il faut que chacun d'entre vous ait un plan de carrière, de développement, de formation, d'organisation, comme c'est le cas en fait dans tous les autres secteurs. Il faut que vous puissiez travailler de chez vous, il faut que vous puissiez concilier vie familiale et vie professionnelle. Il faut que vous puissiez changer de travail peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il faut que vous ayez des outils simples et des outils qui marchent. Et je vous dis, j'enfonce une porte ouverte, mais la priorité, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, moi, vous savez, je me souviens toujours ce cabinet dans les Yvelines à Mézières. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans ce cabinet, qui est l'un des tout premiers cabinets que j'ai installé. Et j'étais là un samedi, jour de Saint-Valentin, avec ma femme en 2014, pour aller recopier des agendas d'ophtalmo et aller se dire comment est-ce qu'on va organiser un cabinet d'ophtalmo qui a des rendez-vous dans 6 mois. Et en fait, à la fin de la journée, c'était clair. Et quand on s'est retrouvé avec les ophtalmos de ce cabinet, c'était clair. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre. C'est un cabinet qui est connecté avec les patients et les professionnels de santé. C'est un cabinet qui a des outils simples. Et c'est ça vraiment notre priorité. Comment est-ce qu'on le fait? Et pour le faire, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des professionnels de santé, il faut arrêter le blabla, il faut mettre en place des technologies qui marchent. Et oui, il y aura toujours des détracteurs. Il y aura toujours des détracteurs. Et oui, on fera toujours des trucs pas bien. Mais en fait, voilà, si ce n'est pas nous, qui? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de te faire. C'est un peu la vision de Doctolib. Alors après, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on ira et jusqu'où on ira. Mais l'avenir nous le dira. Et puis, je dirai même plus loin, en fait, c'est vous qui allez le dire. Super. On a une question beaucoup plus proche de nous dans le Ouais, temps. Très bien. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire par rapport au dossier médical partagé? Très bonne question. Sur le TMP, moi, je crois énormément au TMP. C'est peut-être surprenant que je vous dise ça. Si vous voulez, je fais une petite digression en 3 secondes sur le virage numérique et la feuille de route de l'État. Je pense qu'elle est très bien. Et je pense que les personnes qui la font font vraiment très bien leur travail. Il y a une vraie dynamique positive. Je pense que c'est la responsabilité de l'État de faire les services socles, donc de faire la carte vitale dématérialisée, la carte CPS dématérialisée, l'annuaire des professionnels de santé. Tous les services socles, pour moi, c'est la responsabilité de l'État de le faire. Je pense que c'est la responsabilité de l'État de faire le DMP, voire même un DMP amélioré avec pas que les données de remboursement, mais aussi des documents, des constantes, le carnet de vaccination, donc plein d'éléments. Et par contre, je pense que la responsabilité de l'État s'arrête là, et donc tous les services, demain, des logiciels pour vous, des services pour les patients, etc., là, c'est à nous de le co-construire. Et quand je dis nous, c'est vous et nous. Et puis toutes les startups de e-santé de le co-construire. Et on est 100% alignés avec la feuille de route du gouvernement et du ministère. Et on espère que tout ça voit le jour en 2021 et 2022. Et on va bien sûr aider avec vous le ministère à réaliser ces projets-là. Super. On repart sur la co-construction, tu nous en as parlé tout à l'heure. Comment pouvons-nous vous aider à co-construire les logiciels métiers futurs, par exemple, pour les kinésithérapeutes, population que vous avez du mal à conquérir? Donc j'imagine que c'est un kinésithérapeute. C'est une très bonne question. Les kinésithérapeutes, en fait, de manière assez surprenante, on a
commencé à travailler avec vous que depuis 1 an et demi. Après, en 1 an et demi, on travaille déjà avec quasi 10 000 d'entre vous. Donc, on a quand même déjà une assez forte communauté de kinésithérapeutes qui est en plus innovants, jeunes, qui se regroupent. Donc, plein d'innovations à faire. Alors oui, les logiciels que vous avez, ils sont extrêmement vieillissants. Pas sur Internet, avec très peu de fonctionnalités de coordination, très peu de fonctionnalités de gestion du paiement, très peu de fonctionnalités avancées de gestion médicale. Ils sont assez éloignés des logiciels notamment que les médecins ont ou que les dentistes ont. Et donc, on va travailler avec vous en 2021 très fortement. On a déjà un projet avec plusieurs centaines d'entre vous pour pouvoir essayer de réfléchir à c'est quoi le cabinet de kiné de demain. Et donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir vers vous dans les prochains jours et semaines pour pouvoir le faire avec vous. Super. Tout simplement, comment fonctionne l'algorithme de Doctolib en quelques mots? Donc, je pense que vous parlez de l'algorithme. Alors, je ne sais pas la question, je pense que vous parlez de l'algorithme sur doctolib.fr. Si un patient fait une recherche dentiste Strasbourg, gynécologue Lyon, c'est très simple, c'est aléatoire. Ça change toutes les heures et donc c'est 100% aléatoire. C'est un élément très important. Il n'y a aucun favoritisme, personne ne paye pour être mis en avant, personne ne paye pour avoir plus de nouveaux patients, pour la bonne raison qui est qu'on a un seul et unique modèle économique, c'est vous qui payez un abonnement par mois, point. Voilà. Et donc, je sais qu'on a beaucoup de questions sur le sujet parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'impact de Doctolib, c'est entre 15 et 20% de chiffre d'affaires en plus en moyenne. Alors, très variable en fonction des spécialités, mais un impact très fort. Donc, il y a certains d'entre vous qui nous demandent d'être plus présents, plus visibles, mais on ne le fera pas, on n'a pas prévu de le faire et ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Tout à l'heure, tu nous parlais du partage de documents qui était un grand axe de développement pour 2021. Est-ce qu'on prévoit le développement des abonnements des pharmacies pour l'envoi des ordonnances de manière sécurisée si le patient le permet? C'est très bonne question. Probablement oui, mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais oui, sur l'échange documentaire et l'échange d'ordonnances entre vous et vos patients, on va aller beaucoup plus loin. Et sur le travail avec les pharmacies, j'espère qu'on va avoir des partenariats avec les acteurs en place et potentiellement faire des choses avec les acteurs en place pour intégrer les pharmacies dans la communauté des professionnels de santé du Doctolib. Super, on revient, désolé, c'est un petit peu, on prend les questions au fur et à mesure, donc je les reçois directement. On revient sur le profil des praticiens. Est-ce que dans une future version, est-ce qu'il sera possible de mettre une vidéo pour se présenter? Oui, c'est une très bonne question. Probablement que oui. En fait, les fiches profil des praticiens, qu'est-ce que les patients regardent? Les patients, ils regardent le lieu, donc ils veulent savoir transport en commun, accès. Donc ça, je pense qu'on est bon. Ils veulent savoir la disponibilité, donc voir voilà, quand est-ce qu'est le prochain rendez-vous. Ils veulent voir le prix, le secteur de conventionnement et l'éventuel prix. Et après, ils veulent connaître le praticien. Et donc, pour connaître le praticien, on a une biographie, on a des mots-clés, une présentation, mais on pourra aller significativement plus loin. Vous voyez notamment en Allemagne, où tous les praticiens ont des sites internet, eh ben on va essayer de le faire et d'avoir des fiches de présentation plus complètes. Après, on va essayer de rester quand même assez simple. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la santé, ce n'est pas une entreprise. Et donc voilà, il ne faut pas le faire comme une entreprise, il faut le faire avec une éthique et une communication un peu différente de ce qui peut être fait dans d'autres secteurs d'activité. Super. Pensez-vous faire les liens de rendez-vous préférentiels entre praticiens? Alors, je ne sais pas exactement, mais pour être sûr de comprendre la question, aujourd'hui, nous, on a un outil d'adressage qui permet aux praticiens, donc à vous, de prendre un rendez-vous pour vos patients vers d'autres professionnels de santé. Et oui, vous avez déjà des créneaux prioritaires. Donc, avec certains centres hospitaliers, CHU, PHP, on a déjà mis en place des créneaux prioritaires pour que vous ayez accès de manière prioritaire à des créneaux pour vos patients et que vous puissiez échanger aussi des messages, des documents. Sur cette coordination, ne vous inquiétez pas, on va aller plus loin sur 2021. On a pris plein de vos retours. On a travaillé avec 300 d'entre vous pour essayer de faire avancer la coordination. Et donc, dans le cadre des CPTS, mais aussi d'un parcours de soins coordonné, on va travailler très fortement avec vous sur le sujet en 2021. Super.
On va encore prendre quelques questions, il nous reste quelques minutes. Serait-il possible d'installer un module de communication type post-it entre le médecin et la secrétaire? Ah, c'est une très bonne question, mais je crois qu'elle avait été même posée Oui, ouais. en amont. Et donc, excusez-nous si on ne l'a pas prise. Moi, je trouve que notre outil de tâches et de messages, qu'on a maintenant appelé Notes, il est pas très bien, pour être honnête. Je le trouve vraiment pas bien. J'ai en tête un cabinet que j'ai installé il y a longtemps avec qui j'avais dessiné des spécifications de qu'est-ce que serait un outil de tâche à l'intérieur du cabinet, un outil de messagerie entre les secrétaires et le praticien qui a un cabinet dans le nord de la France. Et donc, on n'a pas encore bien fait notre travail. Mais dans les mois à venir, on va le faire. Donc là, on a pas mal de choses autour de comment vous allez gérer les tâches et comment vous allez pouvoir gérer la messagerie interne au cabinet. Donc probablement d'ici le mois de mai, vous aurez un outil interne au cabinet pour communiquer mieux avec vos secrétaires que ce qu'on fait. Et vous, secrétaires, vous pourrez gérer beaucoup mieux les tâches et la gestion administrative du cabinet, puisque moi, mon objectif, c'est de vous donner de plus en plus de capacité de faire de plus en plus de choses pour donner de l'intérêt à votre travail. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de le faire. Super. On a une question de Sophie Viars. Bonsoir, Doctolib a réussi un développement extraordinaire. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez fait connaître Doctolib au tout début et comment et sur quel créneau avez-vous réussi à susciter la confiance de vos premiers utilisateurs? Alors, c'est une très bonne question. Écoutez, en fait, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on est allé sur le terrain dans vos cabinets. Donc voilà, ça paraît assez simple, mais en fait, pendant 6 mois, avec Steve et puis mes autres cofondateurs, on est juste allé dans vos cabinets être secrétaire médical. Et donc voilà, et donc on a listé en 6 mois tout ce qu'on pouvait faire pour désengorger vos secrétariats, vous faire gagner du temps administratif, mieux prendre en charge vos patients, réduire les rendez-vous non honorés, améliorer le confort de travail. Et donc, en fait, on vous a juste écouté et on a fait ce que vous nous avez demandé. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier point, c'est on vous a écouté. Mais on l'a fait vraiment, c'est-à-dire on ne l'a pas fait d'un point de vue marketing, on l'a fait, on a été jusqu'au boutiste sur le sujet et ceux d'entre vous qui me connaissent, ils le savent bien. Et le deuxième truc, c'est qu'on a recruté, je pense, une équipe qui était très bonne et très motivée et qui a travaillé jour et nuit et qui continue de travailler jour et nuit. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a pu mettre en place Doctolib et faire comprendre à nos utilisateurs, patients comme professionnels de santé, que notre service il était bon. Et donc, les 10 premiers Doctolibers, puis les 100, puis les 1000, très sincèrement, et c'est pour ça qu'on essaye de faire ces questions-réponses. Ils travaillent jour et nuit pour vous. Ils ne font pas tout bien. Ils font pas tout bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais par contre, je peux vous assurer qu'ils travaillent jour et nuit pour vous et qu'ils essayent de faire le mieux possible. Et donc, voilà, c'est les deux choses. Et donc, si vous voulez lancer une entreprise, quelle qu'elle soit, start-up ou pas, parce que le mot start-up, il est totalement galvaudé, je pense, moi, voilà, mes deux conseils, c'est avoir une super équipe d'entrepreneurs et puis c'est essayer juste de répondre à des vrais besoins. Essayez juste de répondre à des vrais besoins et faites pas de blabla, essayez de répondre à des vrais besoins. Super. Pourquoi ne pas créer un système de parrainage, donc j'imagine entre praticiens? C'est une très bonne question. Écoutez, on le lance en Allemagne au mois de janvier. Et donc en Allemagne au mois de janvier, on va tester un système de parrainage qui va pouvoir permettre de recommander des confrères, etc. Et peut-être qu'en France, on le fera également avant l'été, je l'espère. En fait, tout marche comme ça. Tout marche comme ça. Il n'y a aucun praticien qui a rejoint notre communauté qui n'a pas été recommandé par un confrère. Il n'y en a aucun. C'est vraiment la marque de fabrique de Doctolib. À chaque fois qu'on installe un professionnel de santé, il nous recommande ses 3-4 amis parce qu'il voit que le système il marche, parce qu'il voit que le service est bon. C'est la marque de fabrique de ce qu'on a fait depuis 2013. Super. Je te propose qu'on prenne 3 autres questions. Il nous reste 5 minutes. Je suis désolé, je suis verbeux, je parle trop. On prend 3 autres questions. On a répondu quand même à beaucoup des questions qui nous ont été envoyées. Souhaiteriez-vous que Doctolib permette d'associer les concepts de générosité, d'éthique, d'équité, de consommation et de performance sportive et économique dans le monde du handicap? Vaste question. Oula, très grosse question, très
bonne question. Il y a plein de choses à faire pour le monde du handicap. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a travaillé pour rendre notre site accessible aux aveugles. Donc depuis le mois de septembre, un aveugle peut prendre un rendez-vous sur Internet pour vous. Je vous assure, c'est incroyable. Un aveugle peut prendre un rendez-vous sur Internet pour vous. On a lancé un programme en interne qui s'appelle le mécénat de compétences, où on permet à nos salariés d'aller travailler pour vous, d'aller travailler pour des associations caritatives, et on paye nous-mêmes nos salariés pour aller travailler chez des associations caritatives. Et après, on fait plein de choses en interne autour de l'environnement, autour de la gestion des salariés, mais que vous ne voyez pas puisque c'est plutôt des choses internes. Et c'est sûr que notre vision long terme, c'est d'impacter positivement le système de santé. On le fait déjà par un accès aux soins rapide, égalitaire et simple. On le fait déjà par une augmentation du confort et de la sérénité pour vous, mais on pourrait le faire encore plus demain avec vous. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais vous devez le voir durant cette conférence, mais je bégaye. Et il y a 15 ans, je ne pouvais pas aller chercher du pain à la boulangerie. Donc si 15 ans après, vous m'avez dit que j'aurais fait Doctolib et été partout en France pour installer des cabinets, je vous aurais dit jamais, 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 ça peut être moi. Et pourtant, bah voilà, je l'ai fait avec vous. Et donc le handicap et le bégaiement, c'est quand même l'un des seuls derniers handicaps duquel on se moque. Pour paraphraser Joe Biden, je ne sais pas si vous savez que le nouveau président des États-Unis était bègue, comme d'ailleurs 9% des adolescents en France. Et donc le handicap, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et on va continuer d'investir pour pouvoir essayer de contribuer à améliorer un peu les situations de handicap. Super, on va passer sur la téléconsultation maintenant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions sur ce sujet. À quand des motifs paramétrables comme les consultations en présentiel pour la téléconsultation qui est devenue une part importante de notre activité? Oui, alors sur la téléconsultation, c'est vrai qu'on n'a que 2 motifs, nouveaux patients et patients suivis. C'est une très bonne question, on est ouvert et potentiellement qu'on pourrait ouvrir à plus de motifs de consultation. C'est vrai qu'au départ, on voulait faire quelque chose de très simple pour que les patients comprennent, les professionnels de santé. Et puis en plus, durant la crise sanitaire, on a dû installer 30 000 d'entre vous en une semaine. Donc je vous avoue que ça a été déjà très, très, très dur. Mais donc c'est une très bonne question. On prend le point et on va essayer de travailler dessus sur 2021. On a une deuxième question sur la téléconsultation. Pourquoi ce n'est pas possible de faire de la téléconsultation avec des numéros de téléphone étrangers? Ah oui, en fait, mais même la prise de rendez-vous, bref, sur les numéros étrangers, on n'est pas bon, pour être honnête. On n'est pas bon. En fait, on a très peu de demandes, pour être aussi honnête avec vous. C'est que 99,9% des prises de rendez-vous en ligne et de la téléconsultation, elles se font avec des numéros français. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais on a 70 millions de visites par mois sur notre site et plus de 30 millions de rendez-vous par mois. Donc, mais donc, on prend le point. Et je sais qu'il y a eu quelques demandes, notamment de groupes hospitaliers sur le sujet. Donc, on prend le point. Et je vais te lire une dernière question qui n'est pas vraiment une question, mais plus Okay. pour l'anecdote. À quand AssureLib? Mon mari m'envie et il est agent d'assurance, mais leur système de prise de rendez-vous est beaucoup moins performant. Il aimerait travailler avec vous sur un tel projet. Ah, voilà, je pense que c'est écoutez, bien de terminer on là-dessus. essaie de rester très concentré, mais c'est un point aussi qui est important, et c'est peut-être un point de conclusion que je peux faire. En fait, on essaie de rester concentré sur faire un minimum de choses, mais le faire bien, et le faire avec vous. Et donc voilà, donc on n'a pas prévu d'aller dans d'autres secteurs, on a prévu d'aller dans assez peu de pays. Par contre, on a prévu de faire plein de produits et plein de services pour renforcer votre confort de travail, votre sérénité et développer votre activité. Merci. On a fini, les 19h30. Merci beaucoup de votre temps et on essaiera de faire ça probablement tous les mois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.